Bonjour Sandrine. Bonjour Olivier. On commence cette émission avec la finale de la Coupe de France entre Montpellier et Lyon, samedi à 21 h à Calais. Une finale qui s'annonce compliquée pour les Montpelliéraines. C'est vrai que ça va être compliqué pour les Montpelliéraines, ça l'est toujours contre Lyon, mais il faut aussi rajouter que dans l'effectif montpelliérain, il va y avoir des absences. On sait déjà depuis quelques temps que Claire Lavogé va manquer cette finale pour une blessure au mollet. Mais à ça, il faut aussi rajouter la suspension de Viviane Assey, qui avait pris un carton rouge contre Saint-Etienne lors de la demi-finale. Et puis il y a Sofia Jakobsson aussi, la Suédoise, qui apparemment est relativement incertaine, qui serait blessée au coude apparemment. Donc peu de chances qu'on la voit sur la pelouse samedi. Alors ça, c'est un coup dur forcément pour les Montpelliéraines. Un autre coup dur, c'est aussi pour les supporters de Montpellier et de Lyon avec ce choix du lieu de la finale à Calais. Est-ce qu'on aurait pu faire autrement du côté de la FFF ? Je ne sais pas si la FFF pouvait vraiment faire autrement, parce que c'est vrai qu'en termes d'organisation, il faut s'y prendre à l'avance. Donc le décider plus tard dans la saison, je ne sais pas si c'est faisable, mais c'est vrai que pour les supporters, tant côté lyonnais que côté montpelliérain, c'est pas forcément évident de se rendre jusqu'à Calais, donc peut-être qu'il y aura un petit manque de ce côté-là. Sandrine, on parle maintenant du deuxième match de samedi qui sera 3 heures avant la finale de la Coupe de France. C'est Wolfsburg-Paris Saint-Germain, le match aller de la demi-finale de Ligue des Champions. Alors on l'avait dit déjà avant, ça sera grosso modo du 50-50 pour cette demi-finale. On voulait faire un petit focus sur une joueuse de chaque camp, une joueuse clé. Côté Wolfsburg, pour toi, quelles seront les joueuses clés ? Côté Wolfsburg, je dirais que comme il leur manque les milieux de terrain, je ne vais pas partir là-dessus, mais je viserai davantage sur leur attaquante. Je mettrai aussi en avant peut-être Martina Möller, qui a annoncé récemment en plus qu'elle raccrocherait les crampons à la fin de la saison. Donc pour moi, c'est une motivation supplémentaire. Donc je pense qu'avec une motivation puissance 10, Martina Möller pourrait être un danger pour le Paris Saint-Germain, d'autant plus que son association avec Alexandra Popp, que tout le monde connaît, risquerait d'être très très dangereuse et de faire du mal au PSG. Du côté du PSG, justement, ça se situe aussi en attaque ? Côté PSG, je dirais que ça va plus se jouer au milieu de terrain, parce que c'est vrai qu'elles ont un milieu de terrain très solide habituellement. Et puis là, il y a Shirley Cruz qui revient, qui avait été blessée, écartée un petit peu des terrains. On l'a vu sur le match retour un peu contre Glasgow. Là, je pense qu'elle revient en forme, donc elle va faire vraiment du bien au milieu de terrain parisien. Et je pense qu'elle a cette faculté aussi de répondre au duel, d'être très accrocheuse et puis aussi de se projeter vers l'avant et d'être très percutante. Donc c'est un gros plus pour le PSG. Sandrine, dernier thème de cette émission, l'AD2 et le sprint final qui est lancé avec les 4 derniers matchs à jouer dans chaque groupe. On va commencer par le groupe A, où là, a priori, pour Saint-Maur, avec 72 points, c'est plutôt bon face à Hénin, le deuxième, 65, avec un calendrier en plus assez favorable pour Saint-Maur. Pour toi, pas de surprise à attendre ? Non, dans le groupe A, c'est vrai que ça semble jouer, même si mathématiquement, c'est pas encore fait complètement pour Saint-Maur. Mais elles ont quelques points d'avance qui devraient leur permettre de garder la tête de ce groupe-là. Pour moi, elles sont sur la bonne voie pour monter en D1. Saint-Maur qui a 18 matchs joués, 18 victoires. Même avec un match contre Hénin lors de la dernière journée, je ne pense pas qu'il puisse se passer quelque chose qui fasse chuter Saint-Maur et qui les empêche de monter en D1 la saison prochaine. Le groupe B, là, c'est beaucoup plus serré avec 3 équipes en tête. On a fait un petit focus sur le calendrier des 2 premières, La Roche-sur-Yon et Yzeure, 62 et 61 points respectivement. Mais il y a Blanquefort en embuscade avec 58 points. Là, ça s'annonce totalement ouvert. Dans le groupe B, ouais, c'est complètement différent. Effectivement, c'est le groupe du suspense pour cette fin de saison, parce que La Roche est repassée devant Yzeure en les battant la semaine dernière 2-0. Il reste un match La Roche-Blanquefort, où au match aller, ça avait été très serré, et je crois que c'était terminé sur un match nul d'ailleurs. Donc il y a encore quelques points qui seront compliqués à accrocher pour La Roche.
Pas facile non plus pour Yzeure de rattraper ce petit point. Donc, en tout cas, beaucoup de suspense pour cette fin de saison dans le groupe B. Je pense que c'est le groupe du suspense, je le répète. On termine par le groupe C. Là, c'est Nîmes, 61 points, et l'Olympique de Marseille avec 56 points qui occupent les 2 premières places. A priori, un calendrier assez favorable pour Nîmes. Donc pour l'Olympique de Marseille, ça sera compliqué d'aller chercher les Nîmoises. Oui, clairement, dans le groupe C, je pense que Nîmes a fait la différence le week-end passé en négociant un bon match nul contre l'Olympique de Marseille. C'est ce qui leur a permis de garder leur point d'avance. Et en vue du calendrier, effectivement, Nîmes a fait un gros pas vers la D1. On n'imagine pas que Marseille, malheureusement, puisse grappiller ses points et revenir à hauteur de Nîmes. Merci pour ton œil avisé, Sandrine. Merci à vous. Ноги соедините, руки опустите.